Quelle perception avons-nous de la situation internationale actuelle? Le nombre total de conflits dans le monde a-t-il augmenté? Les menaces sont-elles plus nombreuses ou ont-elles changé de nature? Alors en m'appuyant sur les travaux de la Fondation pour la recherche stratégique qui est basée à Paris, je vous propose aujourd'hui de mettre de l'ordre dans tout cela en localisant les facteurs d'instabilité à travers le monde. Contrairement à une idée répandue, il n'y a pas plus de conflits depuis la fin de la guerre froide, il y en a moins. 32 conflits majeurs en 1990, 14 en 2007. Or, on a plutôt la perception inverse. Alors pourquoi? D'abord, le nombre d'États souverains ayant un siège aux Nations Unies a augmenté. On est passé de 159 États en 1989 à 192 États en 2008, ce qui accroît d'autant les facteurs de tension. On l'a vu avec la Yougoslavie et on le voit aujourd'hui avec la Géorgie. La circulation des images par Internet augmente l'information sur les conflits. Donc, on croit qu'ils sont plus nombreux, alors qu'en fait, ils sont plus visibles. Enfin, il y a diversification des formes de conflits. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Tentons une petite typologie. Il y a d'abord ce qu'il y a de plus récent, voire de plus ostentatoire. Les ramifications de ce que les États-Unis appellent guerre contre le terrorisme, engagée depuis fin 2001. Cette guerre a conduit à des opérations militaires majeures, en Afghanistan, puis en Irak, mais aussi à des opérations ponctuelles, en Somalie ou au Pakistan, entraînant des déstabilisations régionales. Ensuite, des contentieux majeurs se maintiennent décennie après décennie sans trouver de solution. Entre la Russie et le Japon sur la souveraineté des Kouriles, entre la Chine et la République de Taïwan, la péninsule coréenne demeure divisée en deux États. Il y a toujours le contentieux entre l'Inde et le Pakistan, notamment sur le Cachemire, et peut-être avant toute chose le contentieux majeur entre l'État hébreu et les Palestiniens. Tous ces contentieux sont des héritages de la Seconde Guerre mondiale, voire même de la Première, et certains peuvent être maintenant réalimentés par des enjeux identitaires ou religieux. Et puis enfin, on assiste à la montée en puissance d'acteurs non étatiques. Par exemple, au Moyen-Orient, le parti Hezbollah, libanais, militairement et politiquement bien organisé, soutenu par l'Iran et la Syrie, a su mettre en échec l'armée israélienne pendant l'été 2006. En Irak, les divers mouvements de guérilla sunnites et chiites font subir des pertes à la première armée du monde, celle des États-Unis, mais les pertes touchent d'abord les Irakiens eux-mêmes. Il en est de même en Afghanistan, où la guérilla, conduite par les talibans, met en échec les forces de l'OTAN, première alliance militaire mondiale en force et en budget, et de loin. Les divers mouvements terroristes, plus ou moins liés aux trois théâtres d'opération que je viens d'évoquer, plus ou moins liés à Al-Qaïda, illustrent ces nouvelles formes de guerre, non étatiques, non territoriales, du faible au fort, où Internet assure l'information, le renseignement, l'organisation, les transferts financiers. On pourrait même parler de pouvoir égalisateur d'Internet appliqué à la conduite de la guerre. Qu'en est-il par ailleurs du continent africain? Eh bien là, les zones d'instabilité sont très nombreuses, mais selon des logiques différentes. Depuis la fin de la guerre froide, se sont succédés en Afrique les guerres au Libéria et en Sierra Leone, 500 000 morts entre 1990 et 2003, le génocide au Rwanda en 1994, sans doute 800 000 morts, le chiffre vient des Nations Unies, entraînant la déstabilisation de la République démocratique du Congo, l'implication de l'Ouganda et plus largement la région des Grands Lacs, la guerre pour le pouvoir en Côte d'Ivoire depuis 2002, entraînant l'intervention de la France sous mandat des Nations Unies, la guerre pour le pouvoir en Somalie, elle éclate au début des années 90 avec la sécession du nord du pays. Les instabilités internes en Somalie n'ont pas cessé depuis, avec des répercussions pour l'ensemble de la région. Début 2007, des combats opposaient les tribunaux islamiques à l'armée éthiopienne, soutenue par les États-Unis. Et puis il y a les conflits internes au Soudan, d'abord entre le nord et le sud du pays, puis entre le gouvernement de Khartoum et la province du Darfour à partir de 2003. Alors à partir de tous ces constats, que faut-il retenir?
En Afrique, les victimes sont moins les militaires que les civils qui sont les plus touchés. Deuxièmement, ces conflits ne sont pas nécessairement liés aux séquelles des décolonisations. Troisièmement, ces chaos sont dus à plusieurs facteurs. Contrôle insuffisant de l'État sur son propre territoire, mauvaise gouvernance, corruption et des élites qui refusent de céder le pouvoir, comme au Congo, au Gabon, au Nigeria, au Tchad, au Zimbabwe, en Algérie, d'où des tensions internes très fortes. Pour finir, évoquons un dernier facteur de déstabilisation du paysage international actuel, la prolifération nucléaire. Près de 20 ans après la fin de la guerre froide, quelques 10 000 armes nucléaires sont déployées dans le monde. Elles sont majoritairement russes et américaines, suivies par les 3 autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, le Royaume-Uni et la Chine. Ce type d'armes confère à ceux qui les détiennent la capacité à sanctuariser leur territoire, et de fait, depuis 50 ans, la dissuasion a plutôt bien fonctionné. Mais pourquoi ces 5 États et aucun autre, puisque la dissuasion fonctionne si bien? Eh bien, c'est là la question centrale qu'un État est amené à se poser quand il réfléchit à sa sécurité nationale. Pourquoi en effet ne pas se doter d'une capacité nucléaire minimale visant à interdire toute agression venant de l'extérieur? Un traité de non-prolifération nucléaire, le TNP, a été signé en 1968 pour éviter justement que d'autres États que ces 5-là ne se dotent de l'arme atomique. La plupart des États dans le monde ont signé ce traité et s'y tiennent, mais d'autres, comme l'Inde, le Pakistan, Israël, ne l'ont jamais signé et ont rejoint progressivement le club nucléaire. D'autres encore ont abandonné leur programme nucléaire, comme l'Afrique du Sud, en 1993, le Brésil en 1997, tout récemment la Libye en 2003, chacun de ces États y renonçant pour des mobiles tout à fait spécifiques. Mais en sens inverse, on note ces dernières années la volonté probable de l'Iran de se doter d'une capacité nucléaire militaire, la Corée du Nord, qui d'ailleurs s'est retirée du TNP en 2003, a procédé à un essai en 2006, et on sait que ces pays ont profité de transferts de technologies nucléaires venant notamment du Pakistan et de la Chine. Pour les États détenteurs, le nucléaire militaire est vu comme une garantie pour la sécurité nationale et un puissant outil d'influence. Mais pour l'immense majorité des États dans le monde, la prolifération nucléaire est perçue comme une menace à la stabilité internationale, surtout lorsqu'elle est le fait d'États soupçonnés de vouloir étendre leur influence ou d'États conduits par des dictatures, ce qui est parfois tout de même la même chose. Alors que peut-on retenir de ce paysage mondial? Eh bien, demeurent de vieux contentieux, souvent hérités de 1945, beaucoup de conflits pour le pouvoir ou pour les richesses minières sur le continent africain, moins de conflits interétatiques alors que le nombre d'États souverains est plus important qu'il y a 20 ans, moins de conflits, mais avec une médiatisation qui augmente, ce dont profite d'ailleurs le terrorisme. Les guerres frappent de plus en plus les civils et de moins en moins les militaires, et les mobiles de ces conflits en fait évoluent peu, mais les ressources ou l'environnement créent de nouveaux facteurs de tension. Enfin, dernière remarque, les guerres sont de plus en plus courtes. Elles pouvaient durer des décennies pendant les croisades ou la guerre de 30 ans, elles duraient des années au XIXe siècle, au XXe siècle, et aujourd'hui elles durent quelques semaines, comme en Israël en 1967, en Irak en 1991, pour renverser le régime taliban en 2001, ou bien en mars 2003 sur Bagdad. Après vient l'éternel retour de la guérilla. Voilà, pour faire cette synthèse, j'ai pu m'appuyer sur les travaux de cette Fondation pour la recherche stratégique. Ces travaux ont été coordonnés par Bruno Tertrais et ils viennent d'être publiés chez Autrement dans cet atlas stratégique et militaire. Donc le paysage international a changé, les formes de la guerre ont évolué, les ripostes aussi, eh bien c'est ce que j'essaierai d'analyser dans un prochain numéro, plus spécialement consacré aux armées à travers le monde. Voici donc cet atlas militaire et stratégique dirigé par Bruno Tertrais et c'est édité aux éditions Autrement. Vous pouvez consulter le Human Security Report Project. Je vous donnerai les références du site sur le site du dessous des cartes. Et puis voici le livre blanc consacré à la défense et à la sécurité nationale française. Et c'est édité aux éditions Odile Jacob.